Les rendez-vous de l'infra, le podcast d'Infravenir qui parle des infrastructures à travers des tables rondes et des interviews exclusives. Mobilité, énergie, défis climatiques, infrastructure sociale. Toutes vos questions trouveront des réponses. Bonne écoute. Merci à tous d'assister à cette nouvelle table ronde. Donc, on continue avec le cycle transition énergétique, aujourd'hui sur l'hydroélectricité. Donc, peut-être pour faire une petite présentation du secteur, comme à notre habitude. L'hydroélectricité, qu'est-ce que c'est ? Donc, déjà, c'est une énergie qui est très représentée, qui est sur le mix énergétique, mais qui est moins mise au devant de la scène que d'autres énergies comme le nucléaire, alors qu'elle représente pourtant en moyenne 10% de l'électricité consommée en France et jusqu'à 25% aux heures de pointe, ce qui est quand même ainsi le second moyen de production d'électricité en France et la première source de production d'électricité renouvelable devant l'éolien et le solaire. Maintenant qu'on a dit ça, le développement et l'augmentation des capacités de production d'énergie renouvelable dans notre mix, tels que le solaire et l'éolien, qu'ils soient terrestres ou en mer, présentent de nombreux défis, en particulier du fait de leur intermittence. Donc, en comparant, du coup, le solaire produit à la demande, c'est-à-dire, du coup, on a des pics, des faibles productions la nuit, et à contrario sur l'énergie éolienne qui est dépendante des ressources en vent. Donc, avec l'hydroélectricité, il est essentiel, on peut trouver des solutions efficaces pour stocker le surplus d'énergie et produire au moment opportun. Donc, au-delà des capacités de production importantes, la filière hydroélectrique présente de nombreuses solutions pour améliorer l'équilibre du système électrique. Et c'est donc un moyen très efficace pour stocker de l'énergie grâce à une technique éprouvée dont on reviendra tout à l'heure, qui est le pompage-turbinage et le pilotage des installations. L'idée est d'utiliser le surplus d'énergie ponctuelle pour faire remonter l'eau dans des bassins d'accumulation. Lorsque de l'énergie est à nouveau demandée, il est ainsi possible du coup, d'utiliser l'eau stockée pour alimenter des turbines et du coup produire de l'énergie. La plupart des centrales hydroélectriques peuvent ajuster, que ce soit à la hausse ou à la baisse, leur production bien plus vite que des centrales nucléaires, d'où cet avantage de cette réactivité, bien plus que des centrales nucléaires, des centrales à charbon ou même au gaz naturel. Elles peuvent donc aider à intégrer plus d'énergie solaire et éolienne, dont la production varie beaucoup en fonction du temps qu'il fait, de la période de la journée, des saisons, comme on le disait avant. Pour donner quelques chiffres, en 2023, le parc hydroélectrique en France métropolitaine, c'était près de 26 gigawatts, répartis sur plus de 2500 installations, et 60 TWh l'année dernière de production, soit 12% de la production totale. On a déjà parlé sur d'autres conférences, on y reviendra tout à l'heure, la planification pluriannuelle de l'énergie, la PPE, propose ou envisage du moins la possibilité de mettre en service jusqu'à 1,5 gigawatts de nouvelles stations de pompe à turbinage entre 2030 et 2035. Au-delà de cette énergie qui est très décarbonée, l'hydroélectricité joue un rôle crucial dans la gestion de la ressource en eau avec de nombreux ouvrages qui contribuent à ce qu'on appelle le multi-usage de l'eau. Que ce soit de l'eau potable, de l'usage industriel, de l'eau à usage touristique, la navigation, l'irrigation agricole. Dans un contexte ainsi de changement climatique et de tensions potentiellement croissantes sur cette ressource, l'hydroélectricité a également un rôle à jouer. Donc on verra, c'est la problématique de cette table ronde, les freins et les opportunités au développement de cette énergie. Et du coup, on va laisser nos trois intervenants se présenter. Aujourd'hui, du coup, on a la chance d'avoir trois intervenants de trois filières différentes, enfin de la même filière, mais de trois entités différentes. Pierre d'Artelia, Hugues de EDF Hydro et également Xavier de France Hydroélectricité, que je vais vous laisser tous les trois vous présenter successivement. Merci. Bon, alors bonjour à tous. Oui, donc je suis effectivement dans la filière hydroélectricité depuis très longtemps chez Artelia, où je suis directeur technique pour la BU eau, énergie, environnement. Donc voilà, je m'occupe en tant qu'ingénieur conseil d'un certain nombre de sujets
liées à l'hydroélectricité. Et j'ai également un engagement auprès dans le CFBR, donc Comité français des barrages et réservoirs, qui est l'entité, l'association professionnelle qui regroupe les barragistes en France. Bien. Bonsoir à tous. Alors, merci de l'invitation. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Donc, Xavier Casio, je suis président de France Hydroélectricité. C'est le syndicat de la petite hydroélectricité. 2500 à peu près installations sur le territoire français, plutôt sur la catégorie de moins de 12 MW. Je suis aussi exploitant donc de centrales hydroélectriques en Vallée d'Ossau, dans le sud-ouest. Mon accent vous aura peut-être pas échappé. Et puis d'une centrale photovoltaïque aussi que j'ai construite il y a quelques années, voilà, parce qu'on aime toutes les énergies renouvelables et on les défend toutes aussi. Bonsoir à tous, merci en effet de l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je vous verrai très rapidement dans mon propos que, contrairement à mes deux acolytes, je ne suis pas un technicien de l'hydroélectricité. Je suis secrétaire général d'EDF Hydro depuis maintenant près de 2 ans, un secteur que j'ai appris à découvrir et à aimer, dont je vais vous parler ce soir, en vous parlant aussi du contexte juridique, politique de cette énergie qui est absolument indispensable pour faire face aux défis de demain, aux défis de la transition, aux défis du changement climatique. C'est un sujet que j'ai eu à travailler aussi dans mon expérience antérieure, puisque j'ai été pendant 5 ans député de Paris et vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai souhaité en 2022 ne pas me représenter pour des raisons que je n'aurai pas à détailler devant vous ce soir. Mais ce qui me permet aussi de voir cette question du cadre de l'hydroélectricité avec cet œil particulier, dans ce contexte un peu particulier. Merci à tous les trois. Alors on va commencer, je l'évoquais en introduction, du coup, présenter déjà qu'est-ce qu'un barrage hydroélectrique. Je pense que c'est une question c'est important déjà de dégrossir le cadre technique. Donc, on évoquait 2500 installations en France. Donc près de 90% sont des centrales qu'on qualifie au fil de l'eau. Si on fait un peu le listing de ce qui existe, on a du coup des centrales au fil de l'eau, des centrales éclusées, des centrales de lac, des stations de transfert d'énergie par pompage, des STEP. Peut-être Pierre, du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous présenter les spécificités de chacune de ces installations déjà ? Oui, alors effectivement, c'est une façon de distinguer les différents types d'aménagements. Et si je reprends un peu cette liste-là, effectivement, les plus nombreuses, ce sont les centrales au fil de l'eau, dont le principe est relativement simple. On turbine l'eau qui arrive dans la rivière. Alors, on la capte d'abord au moyen d'un seuil ou d'un ouvrage qui est situé en travers de la rivière. On la dérive dans une conduite forcée ou un canal d'amener qui conduit l'eau jusqu'à une centrale où sont logées les turbines, et on la relâche immédiatement à l'aval. Donc ce principe-là, c'est on ne retient pas d'eau et on turbine ce qui arrive avec un certain nombre de règles, bien sûr. Donc ces installations, elles peuvent avoir des tailles très variables, de quelques kilowatts à plusieurs mégawatts, voire centaines de mégawatts. C'est effectivement les plus nombreuses. Elles peuvent avoir des hauteurs de chute, la différence entre le réservoir amont ou le point de captage et le point de rejet qui sont aussi très variables. Je dirais que l'intérêt, c'est qu'elles ont une possibilité de produire de l'énergie de base, donc avec très peu de régulation possible, peu d'adaptation, mais finalement aussi relativement simple et relativement peu d'impact, qu'on pourra en discuter ensuite. Ensuite, effectivement, à peu près dans le même schéma, on a les usines dites à éclusées, où là, il y a une première capacité de stockage, une capacité de stockage qui existe, qui est de l'ordre qui peut permettre de stocker sur un délai de quelques heures, une durée de quelques heures, et qui va pouvoir ajuster le débit de turbiner à une consommation, un pas de temps journalier ou de quelques heures. Donc dans cette catégorie-là, on trouve tous les grands aménagements dans des grands fleuves, le long du Rhône, avec les aménagements de la CNR, par exemple, la Compagnie nationale du Rhône, ou les aménagements d'EDF sur le Rhin ou sur la Durance dans la partie aval. Donc ensuite, on a les retenues ou les centrales de lac. Donc pour ça, il faut effectivement... Alors là, le principe, c'est au contraire de créer une retenue
en amont et de stocker un grand volume d'eau au regard de la capacité de la centrale. On trouve ces aménagements en amont dans des bassins versants, plutôt dans les régions montagneuses. Et un exemple parfait et souvent cité que vous connaissez peut-être, c'est le barrage de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes qui stocke 1,3 milliard de mètres cubes d'eau. Alors ces aménagements, ils sont capables de stocker en intersaison les apports d'eau pendant les saisons humides. On va avoir typiquement l'automne et puis le printemps, et returbiner ensuite le long de l'année au moment où les besoins sont les plus importants. Ils ont aussi un intérêt, c'est qu'ils viennent réguler toute la chaîne en aval qu'on appelle la cascade. Donc tous les aménagements qui sont en aval vont bénéficier de cette régulation pour soit de faire du fil de l'eau, soit de l'écluser. Ils ont aussi un intérêt de pouvoir apporter d'autres services, je dirais, comme le soutien d'étiage durant les périodes sèches. Ou d'autres besoins, pourvoir d'autres besoins comme l'irrigation ou l'adduction en eau potable. Voilà. Et enfin, il y a les steppes. Alors, c'est pas complètement enfin, mais on a évoqué en introduction, c'est effectivement le principe de venir turbiner, de venir pomper de l'eau dans un réservoir supérieur lorsque l'énergie est disponible sur le réseau. Et parfois elle l'est même à coûts qui peuvent être parfois très bas, voire négatifs, et de turbiner lorsqu'on a besoin de cette énergie pour satisfaire les pointes sur le réseau. L'intérêt de ces systèmes-là, c'est effectivement leur capacité de stocker des grandes quantités d'eau, donc des grands volumes d'énergie sous forme d'énergie potentielle, et de pouvoir réagir très vite. Typiquement, on peut démarrer ce type d'installation en moins d'1 minute, et on peut passer du mode turbinage au mode pompage, et donc adapter pour consommer l'énergie disponible sur le réseau en 90 secondes. Bon, voilà. Alors, il faut me dire si je continue. Non, mais très bien. sur le principe également, une chose à noter, donc ces systèmes-là peuvent être soit construits sur des ouvrages existants ou sur le long de rivières existantes, ou ils peuvent être complètement déconnectés. On appelle ça d'ailleurs des circuits donc soit ouverts, donc avec soit fermé. Et dans les systèmes fermés, les deux retenues sont complètement indépendantes du réseau hydrographique naturel. Et on va fonctionner en circuit fermé, c'est-à-dire que c'est toujours la même eau qui va passer de la retenue supérieure à inférieure et de la retenue inférieure à la supérieure, avec un pas de temps qui va être de l'ordre de quelques heures, typiquement 6 ou 12 heures, mais qui peut aller jusqu'à plusieurs jours. Typiquement, les grands aménagements en cours de construction en Australie, Snowy Hydro, permettent de turbiner 2000 MW pendant 7 jours. Donc vraiment apporter une très grande réserve à l'échelle du pays. Donc ce sont de véritables batteries à l'eau. Voilà. Alors pour finir, je veux quand même citer aussi, c'était pas dans la liste initiale, le marémoteur. Les usines marémotrices. On a un très bel exemple en France avec l'usine de la Rance. Et c'est aujourd'hui un type d'aménagement, un type de centrale qui a un regain d'intérêt et qui pourrait, y compris dans les pays plats, ou les zones plates, permettre de produire de l'énergie ou de la stocker, en tout cas avoir une prévisibilité très forte, puisqu'elles ne dépendent que des marées, voire même faire du turbinage-pompage avec de l'eau de mer. Voilà. Je vais vous citer un exemple, effectivement, des projets se développent comme ça. En Angleterre, on a chez Artelia travaillé récemment pour un projet pour la ville de Liverpool qui permettrait de produire environ 1 gigawatt. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne connais pas la production du barrage de la Rance, et par contre, sa puissance, ça va être dans les de 240 MW. Voilà. Donc, c'est significatif en termes de production, et surtout l'intérêt, c'est sa prédictibilité, son indépendant de l'hydrologie, indépendant aussi de la météo, contrairement au solaire et au flottant.
et au photovoltaïque, et donc un intérêt certain. Dans les steppes, j'aurais pu aussi citer les steppes effectivement marines pures, et puis les steppes qui pourraient être situées sur les zones côtières, où le réservoir inférieur est constitué par la mer, et on vient pomper l'eau de mer dans un réservoir supérieur, complètement étanche, bien sûr, pour éviter la contamination des nappes par l'eau salée. Et là aussi, l'intérêt, c'est d'être complètement déconnecté de l'hydrologie, de ne pas avoir besoin d'un apport initial, et donc d'être un circuit semi-ouvert, mais complètement, je dirais, très, très sûr en termes de stabilité et de production. Justement, pour continuer sur les opportunités de la filière, alors, une question pour vous, Hugues. RTE, dans son dernier rapport, expliquait que le potentiel de production hydraulique en France est considéré comme déjà largement exploité et présente peu d'opportunités supplémentaires à long terme. Peut-être du coup cette première question, est-ce que vous partagez le même constat par rapport à ces dires de ce rapport RTE Futur énergétique pour 2050 ? Alors, partager le constat, je vais déjà essayer d'expliquer pour comprendre pourquoi on en vient à dire cela. C'est qu'au fond, si le potentiel est largement exploité, c'est parce que l'hydroélectricité a une caractéristique, c'est que c'est une énergie absolument historique, qu'elle est ancienne, qu'elle s'est créée il y a longtemps. C'est d'ailleurs autour d'elle que s'est bâti le groupe EDF, qu'on a de facto une technologie qui est une technologie mature. On a des installations qui sont des installations robustes et qui sont des installations anciennes, avec, pour le parc hydroélectrique d'EDF, un âge moyen qui est à peu près de 80 ans, un peu moins, 77 pour être tout à fait précis. Alors bien sûr, c'est sûr que quand on réfléchit aux autres énergies renouvelables et quand on réfléchit au grand débat qui se pose sur la part de renouvelables, on pense souvent au développement de l'éolien, on pense souvent au développement du solaire, et on pourrait en effet considérer qu'en matière d'hydroélectricité, l'essentiel a déjà été fait et l'essentiel, au fond, est derrière nous. Par ailleurs, puisque c'est une énergie qui est ancienne, que c'est une énergie qui est connue et aimée des Français, j'y reviendrai probablement dans un instant, et qu'elle appartient au patrimoine national, on peut considérer que peu à peu, petit à petit, elle s'est éloignée des préoccupations immédiates des gouvernants, qu'elle s'est éloignée des priorités des décideurs et de ceux qui avaient à gérer cette question énergétique dans le pays, et de telle sorte qu'on a pu la considérer comme une forme de belle endormie, si vous pouvez me passer l'expression. La vérité, c'est que les choses ont quand même beaucoup bougé ces dernières années, et qu'elles ont beaucoup bougé notamment à l'occasion de l'année 2022, qui est récente. Je vous rappelle quand même que 2022, pour beaucoup, ça a été un tournant assez symptomatique dans la vie du pays, où on a pu considérer qu'on n'allait peut-être pas avoir suffisamment d'électricité dans le pays. Souvenez-vous des débats à l'époque pour savoir si on allait pouvoir passer l'hiver. C'était lié aux conséquences de la crise et de la guerre en Ukraine. C'était lié aussi à l'indisponibilité provisoire d'une partie du parc nucléaire, mais que dans ce moment-là où on se demandait si on allait avoir suffisamment d'électricité, on s'est demandé aussi si on aurait suffisamment d'eau, puisque ça a été une des années les plus sèches, et qui a battu bon nombre de records, avec des tensions très vives sur le sujet de l'eau. Et quand on se dit dans un pays comme la France qu'on a à la fois pas beaucoup, en tout cas qu'il faut trouver des formes de production d'électricité et qu'il faut savoir gérer l'eau, qui devient un bien rare, avec parcimonie, intelligence et raison, il y a une prise de conscience à l'évidence que l'hydroélectricité, elle a un avenir, et qu'il faut à la fois produire et gérer l'eau, qui sont à peu près les deux dimensions dont on a la responsabilité en tant qu'exploitant, et donc avec une prise de conscience du personnel politique notamment, avec un changement de perception aussi de beaucoup d'acteurs. Et au fond, on est passé de la belle endormie que j'évoquais à l'instant à une énergie qui est résolument
considérée comme une énergie d'avenir. Alors pourquoi une énergie d'avenir ? Au fond, et vous l'avez déjà dit, une énergie d'avenir parce qu'elle dispose de tous les atouts, absolument tous les atouts dont le pays a besoin pour faire face aux défis du monde et aux défis des problématiques énergétiques telles qu'elles se posent. L'hydroélectricité, c'est une énergie souveraine. Il n'y a rien de plus souverain que l'eau qu'on a dans nos propres vallées. C'est une énergie, ça a été dit, qui est stockable, c'est sa grande caractéristique, qui est pilotable. C'est une énergie qui est renouvelable. On l'oublie souvent, mais c'est la première source de production d'électricité renouvelable dans le pays. Et c'est une énergie à la fois décarbonée et rentable. Donc elle dispose d'absolument tous les atouts, des atouts qu'on avait probablement mis de côté pendant un certain temps, et qui font qu'aujourd'hui, évidemment, le potentiel, il existe. La volonté d'investir et de se projeter dans l'avenir autour des questions d'hydroélectricité, cela existe, notamment pour cette question de l'énergie pilotable, au fond, parce que c'est probablement le plus gros des atouts dans le mix énergétique aujourd'hui en France et probablement aussi en Europe pour contribuer à l'équilibre du réseau. Quand vous avez de l'eau qui est stockée et retenue derrière des barrages, vous avez la possibilité de la piloter pour générer de l'électricité au moment où on en a besoin. Et donc évidemment, le potentiel a déjà été exploité pour l'essentiel, mais qu'on a ce moment précis où il faut aller plus loin et il faut investir et développer nos installations. Justement, je rebondis dessus. En 2021, du coup, on avait le constat, il y avait 46% en Auvergne qui étaient installés, l'Occitanie 21%. Sur le territoire français, est-ce qu'on peut aujourd'hui augmenter les capacités d'installation existantes ou est-ce que ça va passer par la création de nouveaux barrages justement en site vierge ? Il y a à l'évidence des opportunités de développement. Il existe en France beaucoup de potentiel qui est un potentiel inexploité. Je vous ai dit être arrivé à EDF Hydro il y a à peu près 1 an et demi. La première des réunions à laquelle j'ai assisté en arrivant dans ces locaux, c'était une réunion précisément sur les projets qui étaient dans les tiroirs, pour savoir si on avait ou non des projets de développement dans les tiroirs. Et à l'évidence, EDF comme exploitant en a énormément. Alors bien sûr, ce sont des projets qui ont différentes formes. Il ne s'agit pas forcément de refaire des barrages à l'ancienne avec l'inondation de vallées et que ce sont des barrages qui aujourd'hui, en tout cas des projets de développement qui sont différents. On parle d'optimisation des installations existantes et c'est les questions qui sont celles de l'augmentation de puissance. On parle aussi de possibilités de rehausse de barrages et puis on parle sans aucun doute, et ça a été dit, de la réalisation de nouveaux ouvrages sous la forme essentiellement de STEP, et je ne reviens pas dessus. Et donc pour EDF, on a à la fois ces deux leviers pour agir, qui sont des leviers pour, au fond, améliorer nos centrales existantes, et on a identifié un potentiel d'augmentation de notre production de 500 MW d'ici 2035. Et puis il y a ces nouveaux projets qu'on identifie, souvent sous forme de STEP, et avec en gros 1,5 gigawatts d'ici 2035 et 2 gigawatts supplémentaires pour les années suivantes d'ici 2050. C'est au fond plus de 20% d'augmentation par rapport à notre capacité actuelle. Et ce qui vaut pour EDF vaut évidemment aussi pour d'autres exploitants. Xavier le dira pour la petite hydroélectricité, puis CNR a aussi d'autres projets. Donc quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a un défi majeur qui est de trouver ces leviers, ce potentiel, d'activer ce développement. Et ça passe par la capacité de stockage qui assure la sécurité du système électrique. Ensuite, si le sujet c'est de savoir où ça peut être, c'est un sujet que vous voulez évoquer. C'est un sujet que je vais évoquer parce que par définition, voilà, on parle de potentiel, on parle de puissance, on parle de choses qui sont, j'allais dire, consultables dans des livres ou dans des documents, mais derrière il y a des réalités géographiques. Donc où est-ce que ça peut être et où est-ce que c'est aujourd'hui d'ores et déjà, il y a des considérations qui sont des considérations, c'est une lapalissade de le dire, mais c'est des considérations géographiques et topographiques. C'est au fond comment est-ce que ces considérations vont déterminer d'elles-mêmes les endroits où se trouvent des installations. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il faut qu'il y ait
de l'eau par définition. Il faut qu'il y ait aussi des différences de niveau. Pierre en parlait tout à l'heure, de telle sorte que l'essentiel de nos installations sont dans les Alpes, dans la région Aura ou dans les Pyrénées. Puis il y a d'autres questions que les questions géographiques. Il y a aussi les considérations environnementales qui sont devenues un enjeu majeur dans notre métier, avec l'exigence, au fond, de minimiser la perturbation des écosystèmes. Et donc ça justifie aussi qu'on aille plutôt dans des endroits que dans d'autres. Et puis il y a une dimension qui est absolument essentielle et sur laquelle je veux revenir, qui est la question de l'acceptabilité des projets, sur laquelle il faut qu'on travaille bien aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure d'une énergie populaire qui appartient au patrimoine des Français. Il y a un baromètre chaque année chez EDF qui s'appelle le baromètre de l'énergie, où on teste la popularité des différentes énergies. C'est assez instructif, souvent parce que les sources de production d'électricité sont soumises à des ruptures d'opinion. Il y a eu une rupture après Fukushima, débat de la présidentielle de l'époque, et puis maintenant on est vraiment sur une augmentation de l'adhésion au nucléaire. Les éoliennes, c'était quelque chose qui était plutôt accepté et plutôt populaire avant une des campagnes municipales il y a quelques années où Jean-Pierre Pernaut et Stéphane Bern avaient conjugué leurs talents pour expliquer que dans les territoires, il n'y a pas d'ironie dans les talents de l'un et l'autre, mais que les territoires ne supportaient pas l'implantation d'éoliennes et qu'il y avait au fond une vraie hostilité, et on l'avait vu dans cette courbe, hostilité liée à la surcapacité et à la présence trop massive d'éoliennes dans les territoires. Et alors il y a quelque chose d'assez symptomatique ou intéressant sur l'énergie hydroélectrique, c'est qu'elle est très populaire et très haute. C'est très flat comme courbe, c'est 85-90% de popularité et d'adhésion. Alors on s'en réjouit parce que pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, c'est une énergie qui dispose de tellement d'atouts que on trouve ça formidable, c'est dans des endroits merveilleusement beaux, c'est le patrimoine des Français, ça appartient aux vallées. Mais en fait, on se rend compte aussi que si elle est populaire, cette énergie, c'est probablement aussi qu'il n'y a pas encore de projet de développement. Et que s'il y avait des projets, peut-être que ça créerait sur certains territoires des hostilités, des interrogations, des interpellations. Et cette question-là de l'acceptabilité des projets, elle est, à mon sens, absolument essentielle, parce que tout projet de développement, et je vous ai dit qu'on en avait beaucoup, doit être au préalable expliqué, porté par les parties prenantes. Ce n'est pas juste de la pédagogie, mais on comprend bien que si vous avez un projet qui est énergétiquement justifié, qui est financièrement rentable, qui est juridiquement robuste, si derrière vous avez un territoire qui ne l'accepte pas ou qui considère qu'il apportera plus de nuisances qu'il apportera d'atouts à la communauté nationale, on se retrouve dans des situations de blocage et on peut en avoir en tête. Et donc, voilà, il faut, pour savoir où est-ce qu'on fait ces projets de développement et où est-ce qu'on va placer nos installations, il faut conjuguer ces différents éléments, et on se rend compte évidemment que certaines régions sont beaucoup plus propices que d'autres à accueillir des installations hydroélectriques. L'enjeu, c'est pour nous, du coup, aussi de se servir des installations existantes, de se servir de ces installations qui sont déjà présentes dans les territoires, qui sont déjà intégrées dans les territoires, pour voir comment on peut, sur une installation, essayer de créer d'autres types de structures ou d'ouvrages qui pourraient améliorer les choses. Tout ça n'étant évidemment possible que si, on y viendra plus tard, on a un cadre juridique qui le permet et qui nous permet de nous développer. Mais là, on est dans une situation un peu plus problématique sur laquelle je reviendrai plus tard. On reviendra justement après sur l'acceptabilité sociétale et les enjeux liés à la biodiversité. J'aurais voulu avant évoquer le changement climatique, enfin hydroélectricité et changement climatique, pour deux raisons. D'une part, l'hydroélectricité, c'est une manière de produire qui est décarbonée, hein, comme on le voyait en introduction, qui permet de ne pas utiliser d'énergie et de combustible fossile, et d'autre part qui est dépendante de la disponibilité en ressources en eau. Une fois dit cela, du coup, aujourd'hui on le voit avec de fortes crues ou de fortes sécheresses,
les niveaux de précipitation du coup sont impactés. Ça peut avoir une incidence sur le débit des rivières qui pourrait de fait impacter le niveau ou la production des barrages hydroélectriques. Alors à l'inverse, certains barrages du coup pourraient également avoir des étiages plus sévères pendant les précipitations plus importantes. Du coup, pour vous Xavier, est-ce que c'est un frein au développement de ce type de projet ? Comment aujourd'hui on s'articule à travers ces problématiques de changement climatique ? Alors, je pense que, et Pierre et Hugues l'ont dit et l'ont bien décrit, l'hydroélectricité, c'est un continuum d'installation. Il n'y a pas de micro-hydroélectricité, hein, pas à 10-6 ou 10-9, il n'y a pas de pico-hydroélectricité, tout ça n'existe pas. Nous, on fait un peu de catégorisation en disant il y a la petite, il y a la grande, mais en réalité, c'est un continuum d'installation, c'est un continuum en termes de taille, en termes d'intégration sur le réseau, et en termes aussi de capacité technique. Et dans l'exercice que l'on fait dans un développement de projet, on vient toujours croiser cette considération d'intégration technique avec l'intégration environnementale. Ça veut dire que quand on croise ces enjeux-là, on détermine des tailles d'installation, on détermine des capacités de production, des capacités de puissance installée. Ça détermine en quelque sorte le taux d'utilisation de l'eau dans la zone concernée par le projet. Dans ce continuum d'installation, dans l'histoire de la profession, l'hydroélectricité a joué des rôles très divers. Cette diversité de rôles, elle continue de fonctionner plus que jamais aujourd'hui. Et à ce titre-là, c'est vrai qu'on dit que souvent c'est la belle endormie, mais en réalité c'est plutôt la belle qui n'a cessé de travailler sans jamais se plaindre. Et quand on commence à aborder ces questions de sécheresse, malheureusement, et peut-être un peu avec ce monde moderne de l'instantanéité, on aborde souvent les questions de la mauvaise façon. Nous, d'abord, le fait qu'on produise moins en été, c'est notre cœur de métier. En été, il y a moins d'eau, on produit moins, et c'est normal. Et le système électrique a été dimensionné, adapté et travaillé dans ce sens-là. Et je rappellerai, dans l'histoire, effectivement, et Hugues l'a dit, le réseau s'est développé autour de l'hydroélectricité, et il s'est développé d'abord à des niveaux de tension relativement faibles, plutôt du 20 kV, et plutôt effectivement là où on avait la force en fait, là où on avait la force de l'eau, donc plutôt dans les zones montagneuses. C'est là où on a pu développer l'industrie, et c'est là où effectivement les centrales hydroélectriques se sont installées, et les réseaux également. Et tout cet héritage historique lié au multi-usage a amené à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec entre-temps évidemment le développement du parc nucléaire et la recentralisation des moyens de production. Je passerai l'étape aussi de la péréquation géographique tarifaire, mais qui a conduit effectivement à faire bouger l'industrialisation à des endroits où on améliorait, puisqu'on parle d'infrastructure ici, à améliorer la performance économique des entreprises, parce que là où à l'époque elles allaient chercher un prix de l'électricité avantageux vers les centrales dans les vallées, elles avaient des contraintes de transport de matériaux, elles ont trouvé qu'avec la péréquation géographique tarifaire, c'était plus facile d'aller se mettre par exemple sur les ports pour travailler plus efficacement. Et effectivement, donc on s'est retrouvé avec tout un jeu d'installations qui avait des fonctions. Alors ces fonctions, elles demeurent toujours aujourd'hui. Et sur la question, j'y arrive, sur la question du changement climatique, donc on a toujours adapté finalement le besoin avec les capacités techniques des installations. Ça, c'est vraiment l'élément fondamental. Alors, avec le réchauffement climatique, évidemment, la question s'entend sous deux angles. Le premier angle, c'est d'abord de se dire, c'est quoi le rôle de l'hydroélectricité dans cette question du changement climatique ? C'est le rôle principal, et ça a été dit, c'est de décarboner. Et ça, on est les meilleurs. C'est pas compliqué. Et on est les meilleurs pour plein de raisons. D'abord parce que techniquement, quand on investit dans une centrale, ce sont des moyens déjà très décarbonés dès le départ, dans les infrastructures, et ensuite parce que les installations, elles sont là pour l'éternité,
pour peu qu'on les entretienne correctement, et que ça, évidemment, ce facteur de durabilité, qui d'ailleurs n'est pas forcément économiquement toujours mis en valeur, hein, mais en tout cas, il demeure, il est là, et c'est ça qui conduit aussi, effectivement, à avoir une performance en termes de carbone qui est inégalable. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de l'adaptation au changement climatique, parce que, évidemment, et vous le disiez, on peut s'attendre, il est à craindre des variations de débit des cours d'eau, des amplitudes aussi de débit qui vont varier beaucoup. Alors, évidemment, des études qu'on peut faire, ça dépend des zones géographiques. On sait que le sud-est, qui est déjà chroniquement, hydriquement un peu malmené, risque de l'être plus. Et puis d'autres régions qui étaient peut-être déjà correctement arrosées risquent d'être encore plus arrosées. Et sans doute d'ailleurs avec des phénomènes de pluie plus violentes. Bon, tout ça, moi je n'aurai certainement pas la prétention, je pense personne ici, de vous faire le pronostic de ce qui va se passer sur les 50 prochaines années. Mais nous, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est effectivement très vigilant de savoir comment va évoluer le productible des centrales. Des études qu'on a faites aujourd'hui, rien ne démontre que le productible va s'éroder dramatiquement sur les 10 prochaines années. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y a un sujet à long terme. Une érosion peut être attendue. Alors ça veut dire quoi derrière tout ça? Ça veut dire deux réponses. Et Hugues l'a dit aussi brièvement, je vais enfoncer un tout petit peu le clou. Il y a une question d'adaptation, à la fois pour maintenir le productible du parc existant, pour trouver des solutions pour développer aussi de nouvelles capacités. Les nouvelles capacités, la dernière PPE, c'est 12 TWh en termes de potentiel énergétique. 12 TWh sur uniquement 25% du linéaire des cours d'eau sur lesquels qu'on peut étudier, puisque 75% du linéaire des cours d'eau, peut-être tu le rappelleras tout à l'heure, 75% du linéaire des cours d'eau sont déjà classés, donc c'est des zones où c'est même pas la peine d'aller prospecter. Ça veut dire que cette adaptation, c'est permettre le maintien du productible, voire l'améliorer, et puis évidemment travailler sur l'adaptation des outils de production. Ça veut dire pouvoir faire face à des crues plus violentes, donc ça veut dire adapter les ouvrages en termes de taille de vannage, de solidité de génie civil, etc. Parce que les installations sont parfois très durement malmenées. On est quand même dans des milieux naturels, hein, donc c'est très clairement, on est très humble hein, quand il y a des crues. Généralement, une fois qu'on a ouvert toutes les vannes, on n'a plus qu'à rentrer à la maison et attendre que ça se passe parce que, ma foi, on ne peut plus faire grand-chose. Donc ça, c'est une vraie réalité. Hein, on travaille avec la nature, c'est comme ça. Donc ces questions d'adaptation, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on y travaille, et à chaque moment de rénovation des installations, eh bien, ce sont des questions qu'on se pose. Et généralement, on fait des modèles d'ailleurs d'écoulement pour voir de quelle façon on peut augmenter ce qu'on appelle les débitances de crue, par exemple, pour permettre de rendre les ouvrages plus transparents vis-à-vis à la fois de l'eau et aussi des apports solides, hein, du transit sédimentaire qui peut être parfois très violent. Malheureusement, on a à chaque saison des exemples un peu dramatiques, comme ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc le changement climatique aujourd'hui, nous sommes, je vais dire, raisonnablement inquiets, à peu près comme tout le monde. J'espère que les gens ne sont pas trop excessivement inquiets, parce que c'est jamais souhaitable. En tout état de cause, il y a un point clé qui pour moi aussi est vraiment à retenir, c'est que au fond, cette question du traitement du manque d'eau, c'est pour nous un sujet du quotidien. Et dans les questions de multi-usage, et tu me corrigeras si je dis une bêtise, mais nos grandes maisons, nos grands électriciens partagent l'eau. Et à plein de moments, la production hydroélectrique n'est pas forcément une priorité dans l'opérationnel, hein. C'est plutôt d'aller réalimenter des bassins versants, d'aller réalimenter une partie des rivières pour préserver la biodiversité, à des endroits du reste où s'il n'y avait pas les centrales, la biodiversité aurait été beaucoup plus malmenée. Je ferme la parenthèse. Donc on en est là. Sur la question, un petit point technique aussi, si je peux me permettre, je vais essayer d'être clair, mais si je ne le suis pas, surtout vous me le dites.
on a une certaine forme de résilience naturelle sur le maintien du productible par rapport au réchauffement climatique. Pourquoi ? Je le disais parce que l'été, généralement, on ne produit pas. Donc, s'il y a une sécheresse l'été, quelque part, vis-à-vis de la production, c'est un peu moins grave. Et puis, on observe aussi à certains endroits qu'on va même améliorer les productibles et surtout au bon moment pour le système électrique. Alors ça, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un argument ? Non, ce n'est pas un argument. C'est peut-être ce qu'on pressent qui va se passer. Mais en tout cas, nous, ça fait partie de nos données d'entrée qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt. Et puis, avec les augmentations de puissance, effectivement, qu'on veut faire, tout cela permettra aussi d'absorber des débits plus importants en période de crue et donc de pouvoir maintenir les productions et améliorer les productions à ces moments-là aussi, à des moments où aujourd'hui, on n'est pas forcément en situation de produire. Voilà, donc c'est quelques éléments pour vous dire que la profession va suivre son chemin avec ces difficultés-là, mais il y a un point essentiel à retenir, c'est que nous sommes aussi, je vais être très prétentieux, nous sommes aussi les professionnels du multi-usage. C'est-à-dire que quand il s'agit de regarder de quelle façon on va pouvoir, avec les retenues, prioriser, et avec les pouvoirs publics, bien sûr, on y travaille, et ça fait partie de notre quotidien. Dans ma vallée, les centrales de notre confrère Lachem, ils alimentent le bas de la vallée, à flux continu, pour permettre à la fois de préserver la biodiversité, de continuer à produire un peu avec les centrales au fil de l'eau. Voilà. Et tout ça, ça forme des équilibres. Et cette question d'équilibre, c'est ça qu'il faut aller regarder. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder l'eau avec une espèce de phénomène un peu hystérique en disant « Oulala, c'est la sécheresse, vite, il faut prendre des mesures, etc. » C'est trop tard, c'est pas ça le truc. Il faut anticiper, il faut regarder, prendre des mesures et faire de la planification sur ce sujet-là. Ça, c'est le plus important. Si je peux me permettre d'ajouter un élément, c'est qu'on considère, il est souvent considéré par beaucoup que dans un contexte de changement climatique, finalement, on n'aurait plus besoin d'hydroélectricité. En tout cas, que ce serait plus une énergie précisément parce que l'eau étant un bien rare. En fait, c'est très contre-intuitif, mais plus on est dans ce contexte-là, plus on a besoin, comme le disait Xavier très justement, d'hydroélectricité, de barrages, de retenues, parce que c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une bonne résilience par rapport à ce phénomène. Donc évidemment, il faut essayer de l'anticiper au mieux, de faire les meilleures prévisions, de le faire d'ailleurs à long terme. Mais la question qui est par ailleurs passionnante quand on s'occupe de ce sujet du lien au territoire, c'est cette question du multi-usage. C'est l'eau qu'il y a derrière les barrages. Elle sert bien sûr à produire de l'électricité, c'est notre mission première, c'est notre métier, mais elle permet aussi, et ça a été dit précédemment, beaucoup d'autres usages, de l'eau potable pour des populations, de l'eau industrielle pour des entreprises qui en ont besoin, évidemment la question de l'irrigation et de l'agriculture, et que cet arbitrage-là et cette gestion-là, c'est au fond quelque chose qui dépasse très largement la question énergétique et qui est vraiment du ressort de l'intérêt général. Oui, pour le coup, on va être modeste, c'est pas toujours facile à faire, surtout en période de pénurie. Ça va sans dire. Finalement, on parlait plus d'enjeux environnementaux que d'enjeux économiques, et du coup, c'est peut-être la suite de ma question. Le développement de la filière, du coup, présente de nombreux risques, enfin, de nombreux besoins de respecter la faune, la flore et les réglementations par rapport à la continuité hydrologique. Et on parle notamment d'altération des habitats. L'hydroélectricité et protection de la biodiversité, finalement, du coup, ne sont pas incompatibles. Dans les régions où les cours d'eau sont équipés d'ouvrages hydroélectriques, on peut notamment voir qu'il y a, en période de sécheresse, ça permet de protéger aussi la biodiversité, c'est ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, en présentant du coup l'intérêt des installations. Quels sont les moyens et concertations mis en œuvre pour protéger la biodiversité. Enfin, de mon côté, je pouvais voir deux intérêts. Tout d'abord, c'était privilégier des installations à certains endroits pour pouvoir éviter des oiseaux migrateurs ou des rivières, éviter des déplacements de biodiversité, ou privilégier l'augmentation de capacités existantes en termes de solutions. Est-ce que Pierre, du coup, peut-être vous pourriez nous en dire un peu plus sur... Alors, je vais revenir sur la question, mais je dirais que d'abord, c'est une
préoccupation majeure. Les impacts environnementaux et sociaux aussi sont une préoccupation majeure de toute la profession de l'hydroélectricité, des barrages. Ça a été déjà dit. Je voudrais revenir peut-être sur un aspect particulier. C'est aussi d'abord un cadre réglementaire qui est... il y a une certain nombre d'exigences réglementaires qui obligent les concepteurs, les maîtres d'ouvrage à tenir compte et à prendre en compte ces enjeux-là. On a d'abord, je dirais, pour rappeler, la loi sur l'eau et sur les milieux aquatiques qui date de 2006. On a ensuite une succession de lois ou de mesures avec le classement des rivières, ça a été dit par Xavier, les plans spécifiques pour certaines espèces comme l'anguille ou le saumon. Voilà, donc... Tout ça, ça constitue un peu un millefeuille, mais qui vient vraiment cadrer et contraindre très fortement et pour que les aménagements, à la fois dans leur conception, mais aussi dans leur mode de fonctionnement, donc dans le mode d'opération, limitent au minimum les impacts. Ensuite, donc voilà, c'est l'ensemble de cette démarche, ça répond à la logique des ERC, donc éviter... réduire et, lorsque on n'arrive pas à réduire les impacts, les compenser par des mesures compensatoires. C'est une logique qui est appliquée pour toutes les infrastructures, pour tous les projets d'infrastructure, et c'est particulièrement vrai et important pour les aménagements hydroélectriques. Et ça s'appuie effectivement sur des études environnementales, sur des études d'impact qui sont développées pour obtenir, in fine, une autorisation. Alors depuis 2017, il y a une certaine simplification, effectivement, et on a ce système d'autorisation qui permet un petit peu, je dirais, de donner le point final avant de pouvoir réellement mettre en œuvre un projet ou d'ailleurs une modification d'un aménagement existant. Donc voilà. Donc, comment on fait quels sont les moyens que l'on a pour réduire ces impacts ? Bon, ils sont très, 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 très importants. C'est une palette d'outils très importants. On a d'abord la question du débit réservé. La notion de débit réservé, ça a été dit, c'est effectivement, ça résulte de l'étude hydrologique du cours d'eau sur lequel se situe l'aménagement. Et ça conduit à définir très précisément un débit minimum qui doit être lâché en permanence dans le lit naturel, dans le tronçon court-circuité, pour maintenir la vie, pour maintenir la biodiversité et pour permettre effectivement, pour réduire l'impact. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut savoir que ce débit a énormément évolué. Il y a une vingtaine d'années, il a été multiplié par 4 en quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, c'est vraiment du cas par cas. Chaque aménagement, chaque rivière a la définition d'un débit réservé qui peut varier suivant l'année, suivant les saisons, pour préserver notamment la vie piscicole. Mais aussi les usages en aval, etc. Il y a tous les autres aspects qui rentrent en jeu. Donc ça, c'est une part vraiment très importante pour tous les aménagements hydroélectriques. On a également des moyens de réduire l'impact sur la continuité piscicole avec la création de passes à poissons ou de dévalaisons. Alors c'est valable essentiellement pour les ouvrages au fil de l'eau ou qui fonctionnent en éclusée avec des charges, avec des hauteurs de chute relativement faibles. C'est pas valable pour les très grands barrages qui posent d'autres problèmes, mais qu'on sait aussi réduire. Notamment, alors ça a été évoqué, la question du transit sédimentaire. Un grand barrage en particulier va modifier l'équilibre sédimentaire, puisque une rivière c'est de l'eau, mais aussi c'est des sédiments qui circulent notamment pendant les phases de crue. Et on regarde ce sujet-là de manière très, très précise dans le déroulement des études, puis ensuite dans l'exploitation des ouvrages pour essayer de minimiser l'impact. Le maître d'ouvrage a déjà un premier intérêt, c'est de conserver sa capacité de réservoir et de la préserver au maximum. Et effectivement, on a des moyens aujourd'hui
à la fois par des mesures ou des systèmes de management ou des principes de gestion des retenues, mais aussi par des solutions techniques ça peut être des vannes ou des systèmes qui permettent de faire des chasses d'eau, des chasses de sédiments pendant les crues. Ça peut être des systèmes de bypass pour les grandes retenues, qui sont par exemple des tunnels qui viennent court-circuiter la retenue pendant les crues pour continuer à faire en sorte que le sédiment transite et rejoigne l'aval. Ça peut être aussi des moyens mécaniques. Il y a des moyens aujourd'hui mécaniques qui sont développés, des systèmes de dragage qui permettent en continu. Il y a un système connu qui s'appelle Nessie, développé aussi entre autres par EDF, qui permet comme ça de relâcher et d'assurer le transit des sédiments des retenues vers l'aval. Voilà. Donc ça, c'est pour citer quelques exemples. Ce que je voulais dire aussi, c'est que toute cette partie étude, elle est relativement longue. Il faut savoir, par exemple, pour une étude d'impact, au minimum, il y aura une année minimum pour avoir les 4 saisons et pour prendre en compte la variabilité durant les saisons et avoir quelque chose de suffisamment solide et robuste et fiable pour pouvoir ensuite décider du débit réservé, par exemple. Et puis alors la concertation, je reviens pas dessus, mais je pense que c'est effectivement essentiel et on a encore des progrès à faire puisqu'on voit qu'il y a un certain nombre de projets qui, malgré toutes les études, malgré l'ensemble des mesures déployées, rencontrent vraiment une opposition forte lorsqu'il s'agit de les mettre en œuvre. C'est un peu la logique de not in my yard. Donc il faut effectivement associer très, très tôt les différents acteurs, les différentes parties prenantes avec suffisamment de transparence pour que les arguments factuels et concrets permettent de faire des choix. Parce qu'au final, effectivement, on aura des choix à faire. Les écosystèmes, les rivières et le reste seront forcément très impactés ou sont déjà très impactés par le changement climatique. Les barrages peuvent avoir un impact, peuvent aussi être une forme de solution dans certains cas, ou en tout cas des outils pour tenter de préserver ou d'atténuer les impacts du changement climatique. On l'a dit, voilà, les grands réservoirs, des capacités de stockage permettent effectivement de surmonter des épisodes de sécheresse ou de limiter des épisodes de crue qui peuvent avoir des impacts très forts aussi sur l'écosystème. Voilà. Donc je dirais pour un peu conclure cette phase-là, la question est effectivement toujours sur la table. C'est un travail permanent. On n'est pas à dire que tout est simple et les solutions sont immédiatement trouvées, mais il existe des solutions et à l'heure où on aura à faire des choix, il faudra pouvoir les faire de manière totalement éclairée. Et pour finir, j'ai envie de citer aussi l'exemple de la Suisse, par exemple, qui, face au recul, face à la disparition des glaciers, a mis en place une concertation à l'échelle nationale donc cette disparition des glaciers, elle va impacter tout l'écosystème de toutes les rivières en aval. Et de notre côté, elle crée une opportunité de peut-être stocker plus d'eau dans les bassins versants, dans les sites dégagés par les glaciers, et d'une certaine façon atténuer l'effet de perte des glaciers qui régulent les débits pendant la période estivale. Donc les Suisses ont fait ce choix-là et sont rentrés dans cette discussion et ont finalement décidé de développer ou de nouveaux sites ou d'accroître la capacité de barrages existants. Donc voilà, c'est un exemple en tout cas qui peut aussi nous inspirer. Je vais continuer sur les enjeux économiques de ces projets. Enfin, c'est vrai que c'est une question qui intéresse, je pense, plus de la moitié de l'audience aujourd'hui. L'hydroélectricité, comme de nombreuses énergies, c'est un secteur qui est très largement soutenu par l'État à travers les subventions. Est-ce que, Xavier, vous pourriez peut-être nous expliquer comment ces subventions du coup permettent de sécuriser la viabilité économique de ces projets. Du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus
quel est le business model, l'économie en tout cas, le financement de ces projets hydroélectriques. Oui, en fait alors, cette notion de... Moi, j'aime pas trop ce mot de soutien. Je ne l'ai jamais trop aimé, d'abord parce que quand j'ai fini mes études, j'ai fait une thèse sur la CSPE. À l'époque, ça s'appelait le FSPPE, je ne sais même plus l'acronyme, pour le service public de l'électricité. Et en fait, on disait d'ailleurs, c'était l'hydroélectricité qui a été visée en premier, puisque à cette époque-là, en 2003, il n'y avait pas encore beaucoup de solaire et d'éolien. Et puis il y avait des gros titres en disant l'hydroélectricité coûte 1 milliard d'euros à la collectivité. Bon. Alors pourquoi ça ? Parce qu'en fait, ils avaient fait le calcul en regardant le prix du marché spot, marché de l'électricité, qui était évidemment au ras des pâquerettes parce qu'il n'y avait pas d'opérateur sur le marché, donc le prix, c'était pas un vrai prix de l'électricité. Ils comparaient ça avec le prix auquel on vendait, qui était lui-même, par contre, le vrai prix de l'électricité, qui était un prix qui avait été négocié à l'époque avec EDF, et c'était tout à fait un prix construit et régulé. Et finalement, cette question de soutien, elle continue de vivoter un petit peu, d'un point de vue politique. Alors, je dirais pas que c'est faux, mais enfin, il faut quand même un peu nuancer tout ça. Aujourd'hui, toutes les énergies renouvelables, le modèle économique de base, c'est le principe des obligations d'achat. J'imagine que les uns et les autres, vous avez dû entendre parler de tout ça. Principe des obligations d'achat, c'est effectivement l'État qui propose une tarification sur la base des coûts complets de production, CAPEX et OPEX, sur une certaine durée pour permettre à la fois d'installer l'outil et de pouvoir l'entretenir finalement et d'arriver jusqu'à un moment clé dit d'amortissement. C'est-à-dire que on dit que l'ouvrage à la fin là, du premier contrat, il est amorti et donc après il peut vivre sa vie librement et en théorie pouvoir partir sur le marché de l'électricité où il y a de la concurrence, etc. Bon. Donc ça c'est le modèle de base. Là-dedans, alors ce soutien, qui c'est qui soutient ? C'est la collectivité au travers d'EDF qui gère les questions de financement des obligations d'achat. Donc dans ce mécanisme, il y a une performance économique qui est attendue. Qu'est-ce que dit la loi ? La loi dit une rémunération normale des capitaux investis. Alors je vous laisse à chacun méditer ça pour ce soir et cette nuit, savoir ce que c'est la rémunération normale des capitaux investis. Rémunération normale, on est sur des TRI qui sont à 6-8%, voilà, bon, ça dépend évidemment des sites, etc. Donc les mécanismes qui sont en place aujourd'hui, en particulier pour l'hydroélectricité, c'est un principe assez simple, donc un fonctionnement simple d'obligation d'achat aujourd'hui pour les centrales qui vont jusqu'à 400 kW, et puis de 400 à 1 MW, c'est ce qu'on appelle le complément de rémunération, mais qui est finalement peu ou prou un système d'obligation d'achat, mais qui a une volonté de faire en sorte que les centrales participent un peu plus au marché, notamment pour pouvoir faire vivre le marché avec un petit peu plus de performance. On pourrait en parler longuement avec ce qui se passe en ce moment sur les prix négatifs. Donc ça c'est, je dirais, le modèle standard jusqu'à 1 MW. Et puis après, vous avez les mécanismes d'appel d'offres, où là, effectivement, un prix est donné mais là, c'est un modèle, je dirais, plus compétitif. Hein, c'est le meilleur projet qui gagne à ce moment-là et qui remporte l'appel d'offres. Alors derrière ça, est-ce que ces dispositifs-là permettent de pouvoir développer les outils ? C'est une étape, mais ça n'est qu'une étape. Et pour rejoindre les propos de Pierre, sur le dernier dossier que j'ai porté au préfet, sur l'investissement sur un dossier, on est à plus de 500 000 euros. Un dossier qui fait 1000 pages, il pèse 5 kilos. Sur les 1000 pages, vous avez 950 pages d'études d'impact. Pour vous dire à quel niveau de maîtrise on en est en fait de performance environnementale aujourd'hui. Hein. Notre droit de l'eau est le droit parmi les droits les plus anciens. Il est à la source d'ailleurs de plein de droits. En fait, on a vu sur certains sites que j'exploite, on en est à la 3e, 4e génération de rénovation de passes à poissons. On n'est plus du tout à imaginer des dispositifs nouveaux. On a une très très longue expérience en matière de maîtrise de nos impacts. Voilà. Mais tout ça reste quand même tout à fait coûteux. Et donc, toutes ces charges-là, dans les CAPEX, sont reprises dans les mécanismes d'obligation d'achat et pour pouvoir effectivement permettre de développer les projets. Je dirais l'effet miroir, c'est qu'évidemment, donc c'est l'État
qui détient la force de l'eau initialement, loi du 16 octobre 19. Donc c'est l'État qui propose de confier la force de l'eau à un exploitant. C'est l'État qui détermine le tarif. Donc vous comprenez qu'en fait, on est une activité complètement régulée. Mais pourquoi ? Parce qu'on est une activité de service public. De la plus petite centrale qui fait quelques kilowatts jusqu'à la plus grande, on contribue au service public de l'électricité. Voilà, c'est ce que disent d'ailleurs toutes les jurisprudences de façon tout à fait permanente. Et on pourra détailler sur effectivement tous les aspects du système électrique. Mais derrière tout ça, en plus, je dirais, s'ajoute une notion de performance économique, parce qu'il faut que ces tarifs obligations d'achat, il ne s'agit pas de dire ok, on va augmenter les standards environnementaux ou d'autres standards, et puis les coûts qui ne cesseraient d'augmenter, et donc les tarifs obligations d'achat qui ne cesseraient d'augmenter. C'est évidemment pas le modèle qui est la direction qui est jamais prise. Dans ces mécaniques-là, on cherche toujours un optimum, un équilibre entre performance économique, performance environnementale et la réponse aux besoins du développement du système électrique et du développement des outils. C'est pour ça d'ailleurs que la loi de programmation pluriannuelle de l'électricité existe. C'est pour permettre effectivement de planifier ce développement. Et donc derrière ça, on a une exigence de performance économique pour faire en sorte, in fine, que le consommateur qui lui finalement supporte la charge de l'intégralité du système au bout du chemin, continue de pouvoir acheter son électricité à un prix raisonnable. Donc il y a effectivement un enjeu collectif là-dedans à faire que les modèles économiques puissent s'inscrire dans le temps, dans des temps longs, à la fois parce que le système électrique l'exige, ça c'est une constante chez nous, on ne sait pas faire dans les temps courts, et puis pour permettre, encore une fois, que ce prix de l'électricité au client final soit tenu. Est-ce que vous vouliez peut-être rebondir sur le financement des obligations d'achat pas forcément, ok. Je vais passer au dernier sujet justement que je voulais évoquer, et on a commencé à en parler un petit peu avant, qui va être le cadre juridique. Si je reprends de manière très scolaire, selon le Code de l'énergie, nul ne peut disposer de l'énergie des marais, des lacs et des cours d'eau sans une concession ou une autorisation d'État. Donc, on le voit, du coup, il y a deux régimes distincts, la concession et l'autorisation. On distingue du coup l'autorisation à travers... l'autorisation, c'est pour les installations de moins de 4,5 MW et les concessions pour les installations de plus de 4,5 MW qui disposent d'une durée définie. À ce jour, du coup, on a une quarantaine de contrats de concession qui arrivent à échéance. Tandis que le régime juridique actuel appelle à une mise en concurrence des futures concessions, des concessions échues, plus précisément, mais aussi celles qui feraient l'objet de modifications substantielles par rapport à leur cahier des charges. Et du coup, je me retourne vers vous, Hugues. Est-ce que vous pourriez nous faire part de votre vision sur le sujet et nous en dire davantage sur les enjeux associés à cette situation ? Oui, celle-là, je veux bien la prendre. Non, se poser la question du régime juridique de l'hydroélectricité, c'est probablement très intéressant. Mais au fond, si on souhaite l'aborder ce soir devant vous, c'est que c'est fondamental pour comprendre pourquoi nous sommes aujourd'hui, et nous sommes depuis plusieurs années, dans une situation de blocage, et qui est une situation qui est absolument incompréhensible quand on se dit tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent, quand on considère que l'hydroélectricité est une énergie d'avenir, quand on considère qu'elle a tous les atouts que nous évoquions un peu plus tôt, qu'elle permet de garantir la transition énergétique parce qu'elle est décarbonée, parce qu'elle nous permet d'être résilients et de faire face au changement climatique, et donc qu'il faut la développer, et donc qu'il faut investir. Eh bien, on est aujourd'hui dans une situation de blocage juridique sur lequel je vais revenir un instant, qui ne nous permet pas de faire ce dont le pays a besoin. Alors, petit rappel, je ne suis pas prof de droit et vous serez bien meilleur que moi pour traiter de ces sujets, mais le cadre juridique tel qu'il est, c'est en effet le Code de l'énergie tel que vous l'avez rappelé, Benjamin, qui nous dit que nul ne peut disposer de l'énergie des marais, des lacs et des cours d'eau sans une concession ou une autorisation de l'État.
C'est un cadre juridique qui confie donc à l'État la force de l'eau, comme vient de le dire Xavier, et qui résulte d'une loi ancienne, puisque c'est une loi du 16 octobre 1919. Et donc, notre droit, celui qui régit l'hydroélectricité dans le pays, est un droit qui a plus d'un siècle et qui prévoit justement ce rôle de l'État et qui prévoit précisément aussi que l'eau est un bien commun. On doit s'en réjouir, que personne ne peut s'en attribuer la propriété. Et donc c'est un régime juridique strictement encadré qui fait coexister les deux situations que vous venez de rappeler, les autorisations ou les concessions. Les autorisations, c'est pour les installations, je vais un peu rapidement, mais de petite taille, moins de 4,5 MW, ça a été dit. Les concessions, c'est pour toutes les autres. Et on a donc essentiellement en France un régime, alors essentiellement, pour grande partie, un régime concessif dans le pays, avec des ouvrages qui appartiennent donc à l'État, à la puissance publique, et des ouvrages qui sont parfois construits et toujours exploités par un concessionnaire, ayant en tête aussi, pour information, que de 4,5 MW à 100 MW, c'est une concession qui est attribuée par le préfet. Et lorsque vous êtes dans des concessions de plus de 100 MW, c'est le ministre en charge de l'énergie qui attribue la concession. Au total, en France, vous avez 340 concessions. Près de 300 sont des concessions gérées par EDF. Et ce qui est important à avoir en tête, c'est que, pourquoi est-ce qu'on parle de concession et pourquoi c'est vraiment différent, c'est que dans la concession, vous êtes vraiment dans un rapport contractuel entre le concédant et le concessionnaire. C'est un rapport où le concessionnaire va se rémunérer sur l'exploitation, il va tirer un bénéfice de l'exploitation qui lui est confiée, et en contrepartie, il va verser une redevance au concédant. Et il va par ailleurs accorder des réserves en eau et en énergie. Et ce rapport contractuel, il est retranscrit dans un cahier des charges. Les choses sont donc très bien faites. Et donc on a un régime qui est à la fois suffisamment clair et un régime qui est assez ancien. Alors pourquoi, allez-vous me dire, y aurait-il un problème avec ce régime juridique ? Il y a un problème qui au fond résulte de ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, à savoir que on a des installations qui sont anciennes, avec donc des contrats qui sont anciens. Beaucoup de contrats de concession arrivent prochainement à échéance. D'autres sont échus depuis un certain nombre d'années. Et donc, ils sont exploités sous le régime, de ce qu'on appelle le régime dit des délais glissants, où on fait comme si l'exploitant avait encore un droit, alors que juridiquement, il ne l'avait plus, et la loi est venue corriger cela. Par voie de conséquence, vous avez, compte tenu de cette ancienneté-là et compte tenu des défis auxquels nous sommes confrontés en matière de transition, de maintenance, d'optimisation, de changement climatique, on a besoin d'investissement. Et il se trouve que le droit français est ce qu'il est. Le droit français est ancien, mais un nouveau droit qui est apparu depuis 1919, et vous ne l'apprendrez pas ce soir, c'est le droit communautaire, le droit européen. Et le droit européen, lui, impose à la France, et à tous les États membres du reste, mais impose à la France, pour ce qui nous concerne, de mettre en concurrence ces barrages à l'issue des contrats de concession, ou de mettre en concurrence les concessions lorsque un investissement majeur vient modifier l'équilibre du contrat. Et donc on est dans cette situation particulière où la mise en concurrence est demandée depuis plusieurs années par l'Union européenne à la France. Et d'ailleurs, elle ne l'est demandée pas uniquement dans le domaine de l'hydroélectricité. Je vais parler de dogme, n'y voyez pas un jugement de valeur. Pas toujours. En tout cas, il y a un dogme de l'Union européenne sur la mise en concurrence qui serait la seule permettant de protéger le consommateur. Ça vaut dans beaucoup de domaines. Ça a été vrai dans certains domaines. Vous avez tous un téléphone portable. Les citoyens considèrent, ce sont des enquêtes qui le disent, c'est pas moi, mais que la mise en concurrence, elle a été utile
dans le domaine de la téléphonie, parce que ça fait baisser les coûts et que vous avez le choix de passer d'un opérateur à un autre. Il se trouve que dans le domaine de l'énergie, c'est un peu plus compliqué. Et pour ce qui concerne l'hydroélectricité, on considère que la mise en concurrence des barrages, elle présente plusieurs risques, des risques fondamentaux. Elle présente des risques pour les exploitants, évidemment. Alors ça, vous direz que je défends mon bistec, mais c'est quand même le cas. C'est-à-dire que d'un point de vue industriel et commercial, ça n'encourage pas les investissements. Si vous pouvez perdre la concession quelques années après, ça vient même l'interdire, l'investissement, si l'investissement est suffisamment important pour rompre l'équilibre économique dont je parlais il y a quelques instants. Mais les risques de la mise en concurrence, ce n'est pas que pour les exploitants. Les risques de la mise en concurrence, c'est aussi pour la nation dans son ensemble, sur des questions qui sont des questions essentielles et qui ont aussi émergé au cours de l'année 2022 dont je parlais, qui sont des questions de souveraineté, qui sont des questions de sécurité d'approvisionnement, qui sont des questions d'indépendance nationale. Et vous avez bien en tête qu'aujourd'hui, on n'imaginerait pas des exploitants étrangers. Européens, ce serait déjà probablement difficilement acceptable pour beaucoup, mais des exploitants hors Union européenne qui viendraient, puisque je vous rappelle quand même qu'encore pendant quelques jours, peut-être, il n'y a pas de préférence nationale dans ce pays. Donc si on ouvre la concurrence, on l'ouvre vraiment. Et donc, ça pourrait laisser la possibilité à d'autres de venir dans nos vallées. Donc, la France a beau avoir cette obligation-là, la France n'a jamais voulu, peut-être, en tout cas n'a jamais franchi le pas de la mise en concurrence sur ces barrages, même si elle s'y était préparée dans les années 2010. Certaines forces politiques d'ailleurs l'encourageaient. EDF s'était préparé à la mise en concurrence de certaines de ces concessions. Mais la France ne l'a jamais fait compte tenu des risques que je viens d'évoquer, compte tenu de la remise en cause aussi du modèle que cela supposerait. Donc comme la France ne l'a pas fait, dans ces cas-là, que se passe-t-il ? L'Union européenne a mis en demeure la France. L'Union européenne n'a pas mis en demeure EDF ni les exploitants. L'Union européenne a mis en demeure la France de ne pas mettre en concurrence ces barrages. Il y a 2 mises en concurrence successives, pas immédiatement les unes après les autres, mais à 4 ans d'intervalle. Une première mise en demeure de la Commission adressée à la France en 2015 et une deuxième mise en demeure adressée à la France en 2019. Et donc on est dans une situation de blocage et aujourd'hui on considère qu'il est évidemment, pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'à présent, absolument indispensable de sortir du statu quo. Alors quand vous êtes dans cette situation-là, il n'y a pas beaucoup de solutions qu'on peut envisager. La première solution, c'est le droit européen est ce qu'il est, il faut appliquer le droit européen et donc on met en concurrence. C'est une solution qui est écartée. Il y a une deuxième solution qui peut advenir dans les différents débats, c'est quand vous considérez que le droit européen ne va pas dans le bon sens, il faut changer le droit européen. Je ne vous apprendrai pas que changer le droit européen, quand on est à près d'une trentaine, sur des questions aussi sensibles que les questions énergétiques, c'est un chemin peut-être hasardeux, ou en tout cas long, compliqué, ardu, et donc ce n'est pas exactement le chemin qui a été emprunté. Par ailleurs, il faudrait convaincre les autres États membres, et tous n'ont pas forcément vocation à l'être. Alors, la troisième solution, c'est de dire, le droit européen est ce qu'il est, donc essayons d'appliquer le droit européen et d'exploiter les possibilités qu'il nous offre pour ne pas être mis en concurrence. Et il y a des possibilités qui existent. Pendant un certain temps, on avait réfléchi à une solution qui était celle de la quasi-régie, parce que le droit européen considère que lorsque vous êtes organisé en quasi-régie, vous pouvez échapper à ces règles de mise en concurrence. En 2 mots, la quasi-régie, c'est une organisation d'une entreprise qui répond à 3 critères. Il faut avoir 100% de capital détenu par l'État, il faut avoir 80% de sa relation d'affaires avec le pouvoir adjudicateur, et il faut que les pouvoirs publics puissent avoir un contrôle analogue, c'est le terme, sur la quasi-régie à ce qu'il exerce sur ses propres services. La quasi-régie a des avantages, elle a des inconvénients. Elle a surtout pour inconvénient qu'elle ne réglerait pas la difficulté systémique de l'hydroélectricité et de l'incompatibilité du régime. Ça pourrait éventuellement, si EDF se lançait là-dedans, ça aurait pu, ou ça pourrait régler le sujet pour EDF, mais ça ne traiterait pas
du sujet et de la problématique du statu quo juridique dans lequel nous sommes. Et donc c'est une solution que nous avons abandonnée pour réfléchir à une autre solution qui est la généralisation du système d'autorisation dont je vous parlais. Et c'est pour ça que je fais ce long dégagement pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Passer en système d'autorisation pour l'ensemble de l'hydroélectricité dans le pays, bon, d'abord, ce n'est pas partir à l'aventure, puisqu'on sait précisément de quoi il s'agit. Le système d'autorisation, il existe dans d'autres pays, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Suède, en Finlande, je crois, de mémoire. Il existe pour toutes les autres productions d'électricité, le nucléaire, l'éolien, le solaire. Vous êtes un exploitant, vous construisez votre usine, vous êtes autorisé à le faire, à produire de l'électricité, à la mettre sur le réseau. Ça existe aussi pour l'hydroélectricité. Je vous ai dit que même pour la petite, ça existait. Donc il y a en fait en France une exception qui est, j'allais dire la grande, j'aime pas ce terme, mais la grande hydroélectricité, en tout cas celle qui est au-delà des 4,5, c'est l'exception dans l'organisation et pour les raisons qu'on indiquait sur le sujet de l'eau et de la force de l'eau. Mais donc, ce n'est pas un saut dans l'inconnu, et c'est d'autant moins un saut dans l'inconnu qu'il y a un rapport parlementaire qui, dès 2013, évoquait cette solution comme étant une piste intéressante. Rapport rédigé par la députée de l'Isère, Marie-Noëlle Battistel, la spécialiste des questions d'hydroélectricité, qui déjà, il y a plus de 10 ans, avait évoqué cette piste qui n'avait pas été explorée davantage, pour la simple et bonne raison que les États de l'Union européenne qui étaient en autorisation pour l'exploitation de l'hydroélectricité étaient également mis en demeure. Alors vous allez me dire, mais pourquoi du coup vous avez changé de pied et pourquoi est-ce que vous étudiez cette piste maintenant ? On étudie cette piste parce qu'il y a eu une évolution importante en 2021 de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a levé les mises en demeure pour tous les États qui étaient en autorisation. Et donc ces États ont vu leur mise en demeure levée. Et donc on considère aujourd'hui que cette solution est la bonne parce que cette solution, ce serait une forme de normalisation de l'hydroélectricité dans le paysage juridique de l'énergie dans le pays. Que ce serait par ailleurs une solution systémique, ça vaut pour EDF, mais ça vaut pour tous les autres exploitants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de changer la structure juridique d'un exploitant pour que lui puisse échapper à la concurrence. On considère qu'aujourd'hui, l'hydroélectricité aurait un nouveau régime juridique, certes révolutionnaire, mais un nouveau régime juridique. Et c'est un système qui suppose quand même un certain nombre de travaux dont on parlait avant de commencer notre échange avec Xavier. Et ça suppose avant tout, et c'est probablement là le point le plus important dans la bascule de régime juridique, c'est que ça suppose que l'exploitant soit propriétaire de son ouvrage, de l'installation. On sort du rapport contractuel dont je vous parlais et on rentre dans cette nouvelle dynamique et dans le droit commun. Et donc, c'est évidemment aujourd'hui l'issue qui a la préférence très nette du groupe EDF. Je crois que ça a la préférence d'un certain nombre d'autres exploitants. C'est aujourd'hui l'hypothèse sur laquelle nous travaillons, même si c'est un chemin qui est à la fois un chemin long et complexe pour deux raisons. La première raison, c'est que si vous voulez acheter un bien, quel qu'il soit dans votre vie, forcément se pose assez rapidement la question du prix. Et donc, qui dit cession dit évaluation et dit prix. Et donc, il y a cette négociation et ce travail à faire avec les services de l'État pour voir à quoi correspond la valeur des barrages aujourd'hui, à quoi correspondrait l'indemnité d'éviction, c'est-à-dire si on met fin au contrat de manière anticipée, ce qui sera le cas, du coup l'exploitant aurait une indemnité d'éviction et donc il faut réfléchir au delta de valeur entre les deux valeurs justement. De toute façon, cette question de l'évaluation, ce qu'on appelle la juste évaluation, elle serait fixée par des experts indépendants. Nous n'y sommes pas, mais ça fait partie des éléments, comme vous l'imaginez. Souvent, la question de l'évaluation et du prix est un sujet important. La deuxième considération, la deuxième exigence à prendre, à avoir en tête, c'est que si les exploitants veulent acquérir les installations et les barrages, et qu'ils veulent les acheter à l'État, par définition, s'ils appartiennent à l'État, c'est qu'ils sont dans le domaine public, et que pour sortir un bien du domaine public, il faut une loi. Vous me voyez peut-être venir, mais faire une loi, ça veut dire avoir une majorité
au Parlement d'accord sur une évolution, ce qui était déjà difficile jusqu'à présent, qui est a priori pas complètement évident dans les semaines à venir, mais donc ça veut dire arriver à une forme de consensus politique. Et je finirai là-dessus parce que je suis un peu long. C'est difficile aujourd'hui par rapport à cette solution à laquelle tout le monde adhère de se projeter. Ce qu'on peut se dire en transparence et de manière très factuelle aujourd'hui, c'est qu'il y a un consensus politique qui n'existait pas il y a encore quelques années. Un, autour de l'hydroélectricité, sur l'importance de cette énergie et sur la nécessité d'investir. Deux, un consensus politique aussi sur le risque de la mise en concurrence. Ce consensus politique qui s'est construit avant 2022, il y avait déjà des évolutions dans les discours des formations politiques. On était sorti du dogme dont je vous parlais. On a bien compris que l'énergie n'était pas complètement un bien comme un autre. Avant le 9 juin, il y avait beaucoup de travail qui a été fait avec les formations politiques en place au Parlement et une mission d'information transpartisane qui avait été mise en place, mission d'information qui émanait de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, présidée par Marie-Noëlle Battistel, la même qui avait produit son rapport il y a 10 ans, et avec Antoine Armand, député de Haute-Savoie, des membres vraiment de toutes les formations politiques. Il se trouve que ça, c'était avant le 9 juin. Donc on avait un calendrier qui était censé avancer beaucoup à l'été pour que la solution soit examinée à la rentrée. Maintenant, on est moins sûr. On est moins sûr des choses. Mais depuis le 9 juin, il y a quand même des choses qui se passent aussi. C'est qu'il y a une élection. Et que de ce qu'on perçoit des programmes, si tant est que vous vous y intéressiez un peu, les formations politiques prennent position, alors, je ne ferai surtout pas de politique ici, mais prennent position sur l'hydroélectricité, et toutes disent globalement la même chose, à savoir non à la mise en concurrence, oui sur l'investissement à faire parce que changement climatique, parce que transition énergétique, et parce que besoin d'avoir une énergie décarbonée et souveraine qui est de nos vallées. Et donc on va devoir reprendre notre bâton pour pouvoir, non pas pour aller se battre, mais pour avancer et aller convaincre dans quelques jours, quelques semaines sur la meilleure des solutions. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la solution, il y en a qui existent. On cherche un peu, vous l'aurez compris, le mouton à 5 pattes, parce que s'il y avait une solution évidente, en plus de 10 ans, on l'aurait trouvé. Donc il n'y a pas de solution évidente. Celle dont je vous parle, elle posera le problème du transfert de propriété. Est-ce que l'État ne cède pas finalement ses bijoux de famille à des exploitants qui, par ailleurs, ne sont pas de la puissance publique, puisque EDF est une société anonyme. Donc ça crée des interrogations, et donc il faut réfléchir aux meilleures garanties à apporter dans cette évolution. Mais quoi qu'il en soit, les solutions, elles existent. Il y a une volonté d'avancer. Il y a des bornes sur lesquels on se met tous d'accord, je crois. Il faut sortir du statu quo, on a besoin d'investir et de se développer, et pour ce qui concerne le groupe EDF, il n'est pas envisageable de mettre en discussion l'intégrité du groupe, et donc cette question-là d'avoir un groupe intégré et de ne pas dissocier les activités, et je crois aussi quelque chose d'acté désormais. Alors, c'est sûr que quand on regarde l'actualité politique, on se dit que le paysage est un peu sombre. On se dit, nous, pour la peine, et on se le disait sans trahir de secret de notre discussion avant de démarrer, qu'on avait encore repris quelques semaines ou quelques mois dans la figure, mais après la pluie, le beau temps. Et quoi qu'il arrive, il y aura un gouvernement, vous allez avoir une nouvelle Commission européenne, et vous avez quand même ce consensus qui existe et qui va nous permettre, parce que nous sommes tous d'indécrottables optimistes, d'essayer de trouver des solutions et d'aller les porter. Et c'est aujourd'hui tout l'enjeu pour nous, c'est d'être suffisamment offensif pour pouvoir sortir de ce blocage et aller convaincre les décideurs, quels qu'ils soient, parce que le pays a besoin d'hydroélectricité, parce que le système électrique a besoin d'hydroélectricité, et parce que les usagers de l'eau, dans le contexte si particulier et avec cette sensibilité si particulière que toute la société ressent et perçoit sur l'eau, les usagers de l'eau et les usages de l'eau ont besoin d'avoir des acteurs sécurisés et responsables dans ce domaine. Et donc,
je suis raisonnablement optimiste pour que nous puissions avancer dans ce sens prochainement. Merci. Est-ce que vous vouliez peut-être rajouter un petit mot, Pierre ou Xavier ? Moi, je vais réagir en disant effectivement, c'est une bonne nouvelle de savoir que le futur n'est peut-être pas enfin, en tout cas, il y a une piste de solution pour débloquer cette situation, parce que c'est vraiment urgent de le faire, et que quelque part, la France, qui est un pays vraiment reconnu pour son savoir-faire industriel et ingénierie dans le domaine de l'hydroélectricité, est en train de prendre un certain retard par rapport à tout un tas d'autres pays en Europe et au-delà, qui développent très activement, notamment ces fameuses STEP, qui sont vraiment un outil là aussi indispensable à la transition. Ouais, nous effectivement, on est tout à fait en ligne sur cette uniformisation du régime d'autorisation, et sans développer tout un jeu d'arguments, simplement ne serait-ce que par le fait que la limite autorisation-concession a changé en fait, dans l'histoire, et ce qu'on observe, et même si Hugues le rappelait, il y a des questions techniques pas forcément faciles à surmonter, mais il y a un vrai parallélisme des formes en fait, sur le but poursuivi, sur l'action de l'État au travers de ces outils-là, et sur le service public que ça rend à la collectivité. Voilà. Merci à tous les trois. Je vous propose du coup d'ouvrir les sessions de questions-réponses. Si on a des questions dans le public, n'hésitez pas, c'est le moment. Avec le micro. Merci. Je voulais poser la question. Donc, on parle de 1,5 gigawatts en plus de STEP, si j'ai bien compris, d'ici 2035. Et à votre avis, dans quel calendrier est-ce qu'il faudrait prendre des décisions d'investissement pour que ces centrales puissent être construites dans les temps ? Alors, je peux donner une réponse technique d'abord, puis après. C'est vrai que le développement de ces 1,5 gigawatts, c'est d'abord de l'aménagement de la modification d'installations existantes. Je peux les citer, je pense, voilà, il y a le premier projet de Saut-Mortier, qui est une petite STEP située sur l'Ain. Il y en a un autre qui est Montésic, qui est aussi le doublement, enfin c'est pas exactement le doublement, enfin en tout cas l'augmentation de 500 MW sur une STEP existante dans le Massif central. Donc voilà, donc ça c'est des projets concrets où les choses sont relativement avancées, les études sont relativement avancées, et qui... la première, la plus petite, elle est en cours. Voilà. La suivante, c'est peut-être, je ne sais pas si Hugues pourra en dire plus. Après, au-delà, d'un point de vue strictement technique, on a vu qu'il y a toutes les études réglementaires à produire. C'est quand même plusieurs années. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment un besoin de visibilité sur le long terme. Minimum, je dirais, c'est 5 années de développement d'études. Puis ensuite les éventuels recours qui viennent s'ajouter et qui ne sont pas complètement maîtrisés aujourd'hui. Et finalement, la phase travaux, c'est presque la plus courte dans ce processus-là, où une fois que tout est cadré et on a toutes les autorisations, toutes les études, je dirais que la phase travaux, il peut y avoir des aléas, mais je dirais qu'elle est relativement courte. En quelques années, on sait construire des aménagements ou modifier des aménagements voilà, le tissu, on a tout le savoir-faire en France pour réaliser ces projets. On le fait à l'étranger, hein, avec EDF, avec d'autres, on le fait à l'étranger actuellement. En 3 ans, on développe des STEP, par exemple aux Émirats Arabes Unis, de 300 MW en 3 ans. Oui, sans rentrer dans le détail. Puis, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des calendriers longs. Et comme le disait Pierre à très juste titre, la décision d'investissement, déjà, la prendre est une chose. Tu as toute la préparation et toutes les études que Pierre vient de rappeler.
Et puis ensuite, tu as la phase en effet de travaux. Tout ça est un temps long, ce qui est sûr, et c'est pour ça que j'ai été un peu long sur le sujet juridique, mais parce que un petit peu caricatural ce que je veux dire, mais chaque jour qui passe est un jour de perdu pour atteindre ces objectifs-là. Et on est précisément face à des injonctions contradictoires, ou en tout cas à des contradictions de politique publique, où d'un côté, tu as il faut développer l'hydro, il faut développer le décarboné, il faut y aller, allez-y, on se fixe des objectifs dans des PPE très ambitieuses, ou pas du reste, mais enfin en tout cas qu'on considère comme ambitieuses. Et derrière, on ne se donne pas les moyens de pouvoir justement avoir le cadre qui permet l'investissement. Et donc l'urgence absolue, c'est de lever cette incertitude-là et de permettre d'y aller franchement, de pouvoir développer une filière, de pouvoir développer des compétences, de pouvoir rendre les métiers attractifs, parce que c'est une chose de prendre la décision dans un bureau, c'est autre chose que de la mettre en œuvre. Donc tout ça suppose qu'on aille vite. Voilà, ce n'est pas que ce n'est pas qu'entre les mains des exploitants. Ce n'est pas qu'entre les mains de l'État et du Parlement, même si je vous ai dit que c'était essentiel. C'est aujourd'hui, la balle est plutôt dans le camp de la Commission européenne. Il va falloir qu'à un moment donné, la Commission européenne, considérons que là, elle aura un nouveau mandat, va pouvoir se dire, enfin voilà, va pouvoir considérer que pour atteindre les objectifs qu'on se fixe collectivement, il faut prendre les décisions qui nous amènent à les atteindre. Oui, et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que est-ce qu'il faut se demander si on est en avance ou en retard sur ces réflexions? Effectivement, la réponse, c'est qu'on est en retard, mais c'est qu'on est très en retard. Parce que quand on décarbone, on intensifie les usages électriques aussi. Donc ça veut dire que c'est des consommations qu'on va voir arriver progressivement. Donc les politiques publiques se heurtent d'une certaine façon. Et je le disais, le système électrique, c'est toujours du long terme. Le temps qu'on met à développer les outils fait que quand on prend une décision, c'est 10 ans après qu'on va peut-être voir la mise en service. On en est là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et s'agissant des STEP en particulier, c'est que le système électrique aujourd'hui, avec l'arrivée de toutes les énergies renouvelables, change de système de fonctionnement. La plupart des postes aujourd'hui, des postes sources qui étaient des postes plutôt d'alimentation vers le client final, deviennent des postes à refoulement, c'est-à-dire que l'énergie remonte du réseau distribution vers le réseau transport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aussi avoir besoin des STEP, non seulement pour répondre aux problématiques d'équilibre offre-demande sur le plan national, ça ce sera plutôt le rôle dédié naturel des grandes STEP qui existent et qui sont à créer, et puis des STEP de plus petite taille qui vont répondre à des problèmes de flexibilité locale parce que ces phénomènes de congestion dans les postes, c'est-à-dire des élévations de tension qui se répercutent de poste à poste, eh bien, il faudra pouvoir y répondre localement. On n'aura pas d'autres solutions. Alors on peut choisir d'installer des batteries au lithium, etc. Bon, on peut se questionner sur la problématique environnementale de ce sujet-là. Quand on fait une STEP, on utilise de l'eau, on la fait monter, descendre, il ne se passe que ça. Voilà. Et ça peut durer 100 ans. Donc effectivement, on n'a pas détaillé les performances techniques qu'on atteint sur ces outils-là, mais ce sont des appels de puissance qui sont remarquables. Et aujourd'hui, dans le système électrique, il n'y a que l'hydro qui sait faire ça. Et demain, après-demain, il n'y aura toujours que l'hydro qui saura faire ça. C'est très clair. Donc ça veut dire que ces moyennes de STEP, on va devoir de façon urgente les développer à différents étages de tension, donc avec différentes tailles, effectivement, exactement comme l'hydroélectricité historique aujourd'hui, pour répondre à tous les besoins, à tous les défis du système électrique. Alors évidemment, le parallèle dans tout ça, c'est le modèle économique, hein, parce que alors, ce sont des sujets qu'on travaille avec la DGEC en particulier. On essaye de concevoir des modèles économiques qui répondent à la fois aux besoins plutôt des grandes installations et également aux besoins des petites. La problématique d'une STEP, une STEP ne fabrique pas forcément de l'énergie, elle peut si c'est une STEP partielle, mais la plupart des STEP, si c'est une STEP totale en circuit fermé, elle ne produit pas d'énergie, elle en consomme, par contre elle place l'énergie et elle la replace au meilleur moment. Et donc ça, il peut y avoir un modèle à la fois en énergie, mais aussi un modèle en puissance. Et en réalité, on peut même aller plus loin. En fait, ces STEP, c'est une assurance vie pour le système électrique, tout comme l'hydroélectricité. Et ce qu'on observe, notamment avec les épisodes de prix négatifs, c'est qu'on se rend compte que, oulala, il y a trop d'énergie. Nous, ça nous choque d'entendre ça. Parce qu'en 2022, voilà, et à chaque fois qu'on passe l'hiver, on se rend compte qu'en fait, il n'y en a jamais assez. Donc, c'est pas, le problème du système électrique n'est plus aujourd'hui un problème en énergie, surtout que
plus on fait de l'énergie renouvelable, plus on l'injecte à coût marginal nul. Donc le coût du kilowattheure n'est plus le sujet. Par contre, c'est un vrai problème de puissance installée et de puissance assurantielle, c'est-à-dire de pouvoir mobiliser la puissance au moment où on en a besoin. Si on a d'autres questions dans le public. Dans un premier temps, merci pour la présentation. Je vais rebondir sur une remarque donc, de Monsieur Cazou, je ne me trompe pas, quand vous avez parlé justement de projection climatique, de prendre en fait, des scénarios et de voir un petit peu voilà, comment le système va évoluer en fait, derrière. Je voulais demander s'il y avait aussi la prise en compte d'un autre paramètre, plutôt local cette fois-ci, puisque le changement climatique c'est plutôt de l'ordre global. J'espère que je ne vais pas le dire de manière trop maladroite, mais c'est-à-dire en raisonnant à l'échelle d'un bassin versant par exemple, donc voilà ce qui va faire que je vais avoir les eaux qui vont être collectées, qui vont arriver dans mon barrage. Est-ce que vous prenez en compte par exemple des scénarios du style zéro artificialisation nette? Pourquoi je parle de ça? C'est-à-dire que la modification de mon bassin versant va de certaines manières perturber par exemple mon cycle hydrologique. Donc c'est-à-dire si je déforeste, si je reforeste, alors en France c'est plutôt de la reforestation qu'on voit, mais c'est-à-dire est-ce que on prend des scénarios où on dit voilà, on va plutôt régénérer en fait justement le cycle hydrologique local et éviter justement de perdre cette capacité de production. Je voulais savoir en fait s'il y avait des études qui prenaient en compte le changement climatique plus le changement d'affectation de sol dans les bassins versants, dans le cadre justement d'éviter cette perte de production. J'espère que j'ai été clair. Oui, merci pour cette question, très claire. Alors Pierre me complétera et me corrigera, il est plus spécialiste que... Mais en tout cas, sur une réponse générale, oui, d'abord, ces questions sont... la question du réchauffement climatique est d'ores et déjà intégrée, je dirais, juridiquement dans les dossiers. Donc l'artificialisation des sols, alors j'ai envie de dire, c'est même pas un sujet nouveau pour nous. C'est déjà intégré, la loi sur l'eau, enfin les nombreuses lois sur l'eau qui ont été édifiées traitent déjà de ces sujets-là. Donc en fait, aujourd'hui, on traite à peu près toutes les questions possibles, imaginables qu'on peut réfléchir sur les projets sur le plan environnemental. Voilà. Il n'y a pas une question qui n'est pas traitée dans tous les dossiers que j'ai vus. Alors évidemment, là, il y a toujours une question de qualité des dossiers, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on fait un dossier d'hydroélectricité, il faut être exigeant en tant que porteur de projet aussi sur la qualité du bureau d'études qu'on va choisir. Et généralement d'ailleurs, on n'en prend pas un, on en prend plusieurs. Parce qu'on va en prendre un pour le dessement des Pyrénées, on va en prendre un autre pour le PROCT, on va en prendre un autre pour effectivement ces questions d'équilibre évapotranspiration des sols, on va en prendre un autre pour gérer d'autres questions. Et donc, en fait, on alimente le dossier, effectivement, et les services administratifs traitent question et point par point. Et il y a des allers-retours qui sont faits pour, en fait, d'une certaine façon, des cycles d'itération pour optimiser le projet, à la fois dans la préservation du productible, et puis bien sûr, s'il y a certains enjeux particuliers sur certaines espèces ou certaines situations de forêt, enfin toutes les questions qu'on peut se poser, eh bien on les traite, effectivement. Alors ce sont les fameuses séquences ERC. Et là je ne sais plus dire, je te laisse la parole. Non mais effectivement, dans l'aspect, dans les études hydrologiques en particulier, on vient effectivement considérer l'évolution du bassin versant et son impact sur l'aménagement, le débit, le régime hydrologique de la rivière. Et effectivement, aujourd'hui, on a quand même un certain nombre, alors voilà, en déclinaison des prévisions du GIEC, il y a un certain nombre de scénarios d'adaptation, et parce que en fait, les variabilités restent quand même très grandes dans l'évolution, donc on a quand même maintenant un certain nombre de références pour pouvoir comparer les choses de manière plus égale, par exemple entre différents bassins versants. Donc c'est effectivement aujourd'hui pris en compte dans toutes nos études hydrologiques. Et c'est vrai que on a dans nos dossiers, on a toujours un souci de pragmatisme écologique. Et parfois, on observe que entre ce pragmatisme et une certaine forme d'idéologie environnementale, il y a parfois des distances assez grandes. Je pense par exemple aux thématiques de solutions dites fondées sur la nature. Bon, très bien. Mais l'homme, il est quand même dans la nature, on vit dans la nature, on exploite la nature, et
qu'on le veuille ou non, il faudra bien continuer, je dirais, d'interagir avec la nature. La question, c'est cette question de l'interaction et de l'intégration, effectivement, de nos aménagements. C'est pour ça d'ailleurs que, et en particulier pour l'hydroélectricité, moi je dis souvent qu'on s'efforce d'atteindre cette haute performance environnementale. Pourquoi ? Parce qu'on a une longue expérience dans notre métier. Il y a des métiers plus nouveaux, je pense même sur d'autres énergies renouvelables, où on s'est intéressé aux questions environnementales beaucoup plus récemment. Et donc, ils sont encore en développement de solutions techniques pour pouvoir faire des compensations ou faire des atténuations d'impact. Mais il ne faut pas se le cacher, chaque activité humaine génère des impacts. La vraie question, c'est est-ce qu'on fait de l'environnement un peu idéologique, un peu hors sol, ou est-ce qu'on va regarder vraiment les questions sur le terrain et on traite les questions sur le terrain? C'est ça le sujet. Et de manière peut-être un peu éloignée par rapport à la question, mais on a comme exploitant EDF des services d'ingénierie aussi qui travaillent. On a le CIH qui est le centre d'ingénierie hydraulique ou DTG qui est la direction technique générale qui sont des professionnels qui travaillent vraiment sur toutes ces questions environnementales pour essayer d'ailleurs sur des sujets de long terme, de projets d'avenir, sur les trajectoires dont vous parliez, et les trajectoires climatiques, sur les projets tels qu'ils sont et leur impact. Et puis on essaye aussi, par définition, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on a un peu l'obligation de voir, compte tenu de ces questions de changement climatique, quel peut être l'impact sur nos installations, sur nos ouvrages, sur notre métier. Et comme tous, comme beaucoup, on a à EDF Hydro travaillé récemment un plan d'adaptation au changement climatique parce qu'il faut qu'on puisse essayer d'anticiper au mieux, donc de mesurer, pour tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, d'anticiper au mieux et de pouvoir ensuite voir si très concrètement nos barrages sont résistants, si les phénomènes auxquels on est confronté et qui sont des phénomènes extrêmes bien souvent sont des phénomènes que nous pouvons anticiper, ça c'est compliqué, mais d'essayer en tout cas d'en limiter les risques. Et donc il y a des services d'EDF Hydro qui travaillent de manière quotidienne sur toutes ces questions-là. Ça me rappelle d'ailleurs un très bon souvenir quand je suis rentré dans le métier, où j'avais commencé à Batch de Béarn, dans le plan Anguille, j'avais rencontré François Travade, qui était de l'ingénierie d'EDF et qui était un des plus grands spécialistes de l'anguille, un spécialiste mondial. Donc c'est là où je me suis rendu compte que les équipes d'EDF savaient mieux parler d'environnement que parfois d'autres personnes qui se disaient spécialistes. Donc c'est plein d'admiration pour lui. Je vois le temps qui tourne, on va faire une dernière question. Bonsoir, vous m'entendez ? Alors moi j'ai une question pas simple pour vous, c'est plutôt l'ouverture d'un débat, mais ça sera peut-être pas mal pour clôturer, je ne sais pas, vous me direz. Donc merci, en tout cas c'était très instructif, vraiment merci à vous tous pour toutes les informations apportées. Moi je suis aussi conseiller ingénierie, donc pas pour Artelia, pour Aegis, mais voilà, je travaille au quotidien sur un projet CNR, donc qui porte un projet de centrale hydroélectrique sur le Rhône entre l'Ain et l'Isère de 37 MW de puissance, me semble-t-il, qui sort d'une concertation préalable de longue haleine avec des garants de la Commission nationale du débat public. Et donc moi je suis lyonnaise, voilà, chacun son territoire, donc je connais bien le Rhône et je voulais vous réinterroger en tout cas sur la cohabitation possible de l'hydroélectricité et du nucléaire quand on parle des usages de l'eau. Parce que EDF notamment fait les deux, on fait de l'hydroélectricité et du nucléaire. Et sur ce territoire-là, donc le projet dont je parle, porté par la CNR, qui est un peu son gros projet depuis que la concession de la CNR a été renouvelée en 2022 pour jusqu'en 2041. Sur ce territoire donc de l'Ain et de l'Isère, il y a juste à côté une centrale nucléaire, donc du budget à quelques quarantaines de kilomètres du territoire, de la zone cible en fait de la future centrale hydroélectrique. Ça pose des questions de est-ce qu'on soutient est-ce qu'on soutient l'hydroélectricité et le nucléaire aussi parce que ce même territoire en plus est un territoire cible pour accueillir en plus un EPR2 peut-être dans les décennies à venir. Et voilà, je voulais vous réécouter sur comment défendre au final pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone
Est-ce qu'on est aussi aujourd'hui en ordre de marche pour faire et de l'hydroélectricité et du nucléaire, ou est-ce qu'on va devoir choisir malheureusement entre l'un ou l'autre? Oui, alors en effet, je vais répondre oui, on peut faire les deux. J'avais prévenu. Voilà, c'était ma réponse. Non, oui, il faut faire les deux. Non, on ne peut pas opposer les énergies les unes aux autres. Et sur la question de l'eau, évidemment, en plus, on voit bien que les choses sont liées. Je crois que c'est toi qui parlais de continuum ou de continuité tout à l'heure. Voilà, on est sur un mix. L'enjeu du mix aujourd'hui, c'est la décarbonation, c'est la coexistence d'énergie, la production d'électricité. Moi, je ne me prononcerai pas évidemment sur le projet en question, qui est le projet de la CNR. Juste, vous avez dit à l'instant que la CNR avait vu sa concession prolongée. Juste pour ceux qui n'ont pas forcément ça en tête, c'est une loi, c'est le législateur qui, sur la CNR, a décidé de manière indépendante en mars 2022, de prolonger de 20 ans. Donc c'est vrai que la CNR est plus exactement dans la même urgence que celle qu'on évoquait tout à l'heure, même si, par définition, l'horizon de 20 ans, il arrive assez rapidement et que la solution qu'on préconise, elle vaut aussi pour eux. Donc je ne peux pas répondre sur leur projet. Ce qui est sûr, c'est qu'on est obligé de concilier les différentes productions d'électricité et qu'on ne peut pas opposer les unes aux autres si on considère que l'enjeu prioritaire aujourd'hui est celui de la décarbonation, de la sortie des énergies fossiles. Et donc, voilà, nous, on appartient à un groupe qui, justement, possède les différentes expertises, les différents métiers. Et l'enjeu, c'est précisément l'optimisation, la collaboration entre les uns et les autres. Et comment est-ce qu'on arrive à produire la bonne électricité au bon moment, en complémentarité les uns des autres. Et juste peut-être compléter, parce qu'effectivement, chez Artelia, on travaille aussi également sur ce sujet. En particulier, il y a une modélisation en cours relativement sophistiquée, je dirais, de l'impact du thermique, du panache thermique du rejet de la centrale et de son effet et de l'effet du barrage sur la centrale ou sur les éventuels effets sur les systèmes de refroidissement de la centrale. Voilà, donc en tout cas c'est un sujet qui fait l'objet de pas mal d'efforts de modélisation, d'études de la part de CNR. Oui, pour ma part, je suis effectivement pas inquiet que les ingénieurs sauront trouver les éléments de complémentarité fonctionnelle en fait pour optimiser les systèmes. Tu vois, dans le système électrique, c'est ce qu'on fait au quotidien, et c'est ce que fait RTE en fait dans l'attribution de ces choix de démarrage ou d'arrêt de centrale. Finalement, ils arbitrent pour tout un tas de considérations, effectivement, en fonction des contraintes techniques. Et un point important, je le disais, on est très en retard dans le développement des ENR. Et quand à la fois on aura atteint nos objectifs sur les ENR et on aura maintenu, voire augmenté le parc nucléaire, est-ce qu'on en aura fait assez? La réponse est non. On n'en aura pas fait assez. Et la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre et faire comprendre que le système électrique, ce n'est pas un problème de quantité d'énergie. Je le disais, c'est un problème assurantiel de puissance. Et en 2022, on est passé près de grandes difficultés, mais il faut être tranquille, on y repassera. Il nous faut des marges, en fait. Et cette question des marges, alors, il y a des valeurs économiques, on peut traiter de la question économique autour de ça, bien sûr, et ça peut être un joli débat, mais il n'y a pas de... Comment dire, il y a une question technique de priorisation d'injection, de savoir à quel moment on fait travailler quel outil pour optimiser le système, mais il n'y a pas de débat sur le fait qu'on a besoin de toutes les énergies. Il n'y en a pas. Et je vous dis parce qu'on n'en aura pas fait assez. Ça, c'est une certitude. Le projet en question, en sortant du sujet, il a posé pas mal de questions et d'interrogations sur son acceptabilité. Je sors de la question précise pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure sur voilà, les projets, ils sont là, on en a, les exploitants en ont. La question ensuite du passage à l'acte crée des difficultés qu'on aurait pu ne pas imaginer, ou si elles se posent, doivent de toute façon être traitées parce qu'on va avoir besoin de ce type de projet. Merci.
Avant d'ouvrir, on va pas ouvrir un autre débat maintenant. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser pendant le cocktail. Je vous propose de clôturer. On peut remercier chaleureusement du coup nos 3 intervenants. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et le partager autour de vous. Vous pouvez vous renseigner sur les prochains événements d'Infravenir et adhérer à notre association sur infravenir.com. Retrouvez-nous aussi sur notre page LinkedIn Infravenir. À bientôt.